Je m'appelle Pierre Dalzotto et en plus d'être votre enseignant pour certains groupes, j'ai la chance de coordonner une chaire qui s'appelle la chaire Digital Organization and Society. Et c'est dans ce cadre-là que la conférence de ce soir est enregistrée et aussi a lieu. Cette conférence-là, c'est un cycle de conférences qui a lieu tout au long de l'année, le deuxième jeudi de chaque mois. J'ai bon, Clara? C'est le troisième. Ok, pardon. Le troisième jeudi de chaque mois et qui traite d'une thématique en lien avec le numérique. Elle est gratuite, ouverte au public, sur inscription. Vous êtes évidemment les bienvenus. Et en temps normal, on fait un apéro. Alors, un apéro à 500, c'était pas gérable à GEM. Du coup, il n'y en aura pas ce soir, mais il y en aura pour les prochaines. Et puis, je sais que vous allez vous rattraper dans les prochaines semaines. Ou ce soir. Pour cette conférence, on a vraiment deux invités de choix. On a Kari Bimaya, qui est CTIO de Capgemini Invent, que vous voyez en haut de l'écran. Et on a Clara Jean, qui est enseignante-chercheuse à Grenoble École de Management. Et ils vont vous parler d'IA. Et tout de suite, sous vos applaudissements, on va laisser J'aime en débat vous présenter tout ça. Bien, merci à tous pour votre présence. Donc, J'aime en débat, je pense que vous l'avez déjà vu un petit peu sur AdmiGem, ou en tout cas dans l'école, on est un peu l'asso qui met en avant le débat, que ce soit des débats politiques ou même sur des sujets un petit peu plus techniques comme ce soir. Et voilà, on est très heureux d'organiser ça en partenariat donc, avec l'école. Et donc voilà, pour juste un petit mot sur les modalités de cette conférence qui est en principe plutôt une table ronde. Donc on va laisser nos intervenants donc s'exprimer déjà sur le sujet concernant l'IA générative. Ensuite, nous, on a prévu avec Donia, bien entendu, quelques questions à leur poser. Mais l'objectif, c'est aussi que vous, étudiants en première année, puissiez vous exprimer et puis soulever vos interrogations. Donc voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Kari, donc, qui est à distance. Et donc, je vous souhaite à tous et à tous et à toutes une très belle table ronde. Merci à vous. Merci pour cette invitation. Je pense que c'est moi qui commence cette conférence. C'est vraiment un plaisir. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été au GEM. J'ai terminé mes études, je pense que c'était en 2011 et 2012. Et depuis, je fais plusieurs jobs dans plusieurs entreprises et même des startups. Et aujourd'hui, je suis Chief Technology and Innovation Officer chez Capgemini Invent. Mon rôle, en fait, ici, c'est de vraiment faire un focus sur les technologies émergentes. Euh, Dans ce contexte, j'ai créé plusieurs labs. Il y a 6 labs chez Capgemini. Donc, je fais partie des 4. Celle-là qui est liée avec l'intelligence artificielle. Ensuite, avec la metaverse, on est en train de faire quelque chose aujourd'hui avec la biologie et même le quantum computing. Donc, tous ces labs, j'ai un rôle dedans. Il y a certains qui je suis le directeur, les autres, je fais partie des steering committee. Donc, cette présentation que je vais faire en anglais, tout simplement parce que le sujet de Generative AI, c'est quelque chose où je veux dire 99% des recherches en fait aujourd'hui, c'est fait en anglais. Et deuxième chose, je pense que c'est une audience un petit peu internationale au GEM. Donc, je pense que comme ça, c'est plus facile pour les autres de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, there are 3 takeaways that I would like you guys to have at the end of this presentation, right? Number one is just an understanding of how generative AI is become a thing today. Secondly, because this is a business school, thinking about the cost of it is very important. I don't know how many of you have got technical competencies, but if you don't have technical competencies, it does not mean that you cannot work in the field of AI. It's just about finding your place, your niche in it. And as you're going to see as I move forward in this presentation, there's a lot of aspects which are related to cost, which business people can actually help in. And thirdly, maybe a couple of strategies and tactics to adapt to it, but we'll get to it. Before jumping into my presentation, I do want to give a bit of a warning. This presentation was made for a different audience. I've just kind of used it over here
So if I skip a few slides, don't worry. I'm just trying to get through some materials which is more relevant to you. So it's important to understand a bit of the history of AI. Okay, generative AI is the new term. It's the new buzzword that everyone's talking about. But the reality of it is it's been there for a while. It's been in production for the past 25 years, if not even longer. And what you had before was machine learning, right? So machine learning was the first part of AI. And over here, what you essentially had was a way to take a large amount of data and give it, different types of labels, and then teach an algorithm to figure out what is the pattern inside that data set that you're looking at. If we move today to neural nets and deep learning, this is where things have really changed in the past decade. So previously with machine learning, you needed to actually label data. It was very human intensive. There's a lot of effort that still had to go in to train the algorithm. With neural nets, that changed. And I'll show you why it changed in a bit. But over here, you essentially could give data literally in its raw form. And the algorithm was powerful enough to figure out what are the patterns and then do prediction from it. These two things were really the foundation of it. What we are seeing today is actually in the field of natural language, right? So this kind of machine learning and neural nets was actually very good for quantifiable data, so numbers. But when it comes to language, that's really a very different problem. And I'll explain, how NLP is a little different compared to the others in a bit. But mostly what they were able to do was transform a language problem into a geometry problem. So then it became easier for a computer to understand language, right? It's a really interesting thing. And the last part where we're seeing more and more advances today is actually with visual data. So today we have got a lot of focus on generative AI. It can generate text, but we're also moving into looking at actual videos and images, which has got its own kind of like challenges in order to be able to process and predict from it. So the reason I'm giving you this this kind of introduction is because when you look at generative AI today, it's actually a subset of deep learning. You need to understand like the whole kind of like system that's in place, because if you only focus on one aspect of artificial intelligence, you don't see how all of it is connected. And that's very important, because if you don't know the basics of the past, you don't know how you're going to move forward with it. So the main thing that's changed was really, as I mentioned, with neural nets. And to give you an understanding of what neural nets is, so this is a very simple way to explain it. Human beings are very good at looking at patterns. For example, if we look at this number 9, which you see on top, you can immediately understand that that's a number 9. And how do you know it's a 9? Because it's got a circle and it's got a 1 attached to it, right? So if you put the circle and the 1 together, you get the number 9, and the brain knows it. But you can't do it with a computer. So the way that you're able to understand it by a computer is to actually take a number, like the number 9, and then break it into small pixels. And the reason you want to be able to do it is because now you can actually talk to the computer and explain this is the number 9. Otherwise, it doesn't know how to do it. That's really what neural nets did. What a neural net can do today is it can look at a certain image, and it can understand that because there's a pattern to be followed, there's like number of, a line and et cetera, it will break it down into small parts. And then each and every part is stored inside a neuron in a neural net. And then based on it being able to get trained on that, the next time it sees a number 9, it says, okay, this part of the circle is connected to a line. And that's how I can figure out that it's the number 9, right? This might be a little technical if you're not kind of used to, this kind of content. But the reason I'm explaining it to you is because artificial intelligence is not really artificial and not really intelligent. You need to actually understand how we have to simplify and break down things, which is easy for a human to understand, but to explain it to a computer, you have to kind of go through, a lot of breakdown kind of systems.
So it turns out that you can connect these neural nets in different ways. This is just like a small example of how we connect neural nets together. There's different patterns. And the main thing that we use in natural language processing or large language models is actually this one. It's the LSTM model. This is the most popular one, right? And all of this that I'm explaining is kind of like the foundation why in 2018 and 2019, we started seeing this big emergence in LLMs and in generative AI. You see, all this work that I just explained to you, that took 15 years to do. First, we had to do machine learning. Then we had to understand neural nets. Then we had to understand, okay, how do we actually configure neural nets better for certain kinds of applications? And it turned out that LSTM was very important for language because, with language, you need memory. If I give you an example, like, the glass ball fell on a steel table and shattered, it's actually quite easy for a human being to understand what is it that shattered, because it's not the glass, obviously. Sorry, it's not the table, obviously. It's the glass ball. But you cannot get the same thing with language because the computer needs to understand the context. It needs to know what is the history. Oops, sorry, a little bit of a problem over here. Yeah. The glass ball fell on the steel table and shattered. So what is being shattered? For us, it's clear that it's a glass ball that fell and it shattered. But for the machine, it needs to remember what was the previous word. So that's why we use these memory kind of models. It's all about context. And what was able to be done by NLP was really this understanding of remembering words, remembering how they're structured. And then based on that, it's able to understand, okay, what is the next word that needs to come? That's what's actually happening here. You're generating the next word. That's why it's called generative AI. So if you have an algorithm that is trained on a large amount of text, right? It's read many books and done stuff like that. It knows that if I'm saying, what is being shattered, what is the next answer to give? And the answer that it will give is it's the glass ball that shattered, right? So it's all about context. Oops. A bit of a presentation issue. I don't know if you can see my slides change because it's stuck on my screen. Oops. Okay, there we go. So, okay, my computer's kind of like just stopped. Yeah. So that's what I was essentially trying to tell you, that what does GPT do? What is, these transformer models, what do they actually do? They just print the next word, give you the predicted word. The same logic actually applies even to what DALL-E and Midjourney and a lot of these kind of algorithms which are based on visual data or generating art. Over here, what you actually got is the fact that because you can train an algorithm on certain visual patterns, on certain visual data, it becomes easier for it to be able to showcase what the next version is. So, for example, if you are actually saying that here's like the Mona Lisa, here's all the art that's been made by Leonardo da Vinci, you now propose a new picture to it. You can put a new picture to the algorithm, and because it's been trained by all the different kind of algorithms, or sorry, all different pictures of Leonardo da Vinci, it now knows how to make a new version. Okay. It now knows how to make a new version of having a bit of a problem with my computer. All my slides just kind of stopped, but it's fine. So there's no need to go through slides because I can talk about it normally. Can I be heard, by the way? I'm getting messages that I can't be heard. Hello. It's okay, Kari? For you, it's Yeah, okay? can you hear? Okay, cool. great. Right. Donc, je vais donner désormais la parole à Clara
pour qu'elle puisse également apporter son expertise sur le sujet. Allez-y, Clara. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Super. Bon, c'est super de vous voir tous ce soir et toutes ce soir. Ça fait plein de nouveaux visages. On est en tout cas très ravis de vous avoir ce soir. Alors, je me présente, je m'appelle Clara Jean et je suis enseignant-chercheur. Je suis enseignant-chercheur ici à l'école et je suis notamment professeur en système d'information. Et mes thématiques de recherche portent sur les biais des algorithmes, dans le cadre de la publicité en ligne notamment, et l'utilisation des données personnelles par les entreprises. Donc les biais des algorithmes, c'est un petit peu flou souvent pour vous, ce concept, et pourtant, peut-être que certains d'entre vous y ont déjà été confrontés. Combien d'entre vous souhaitent travailler dans la publicité ou la communication, si vous levez la main? OK. Est-ce que d'autres se cherchent à évoluer, par exemple, en finance? OK. Donc ici, pour un petit peu vous présenter ce que sont les biais des algorithmes et de quoi on va parler, c'est tout simplement ici des algorithmes, donc dans mon cas, dans le cas de la publicité en ligne, qui vont être en charge d'afficher la publicité. La publicité en ligne, ça fonctionne comment? Est-ce que vous avez déjà une idée de savoir comment ça fonctionne la publicité sur Internet? Oui? Alors ça peut être par référencement, oui. Est-ce que vous savez qu'il y a des enchères derrière chaque publicité qui est affichée? Est-ce que vous savez que pour cibler un même groupe d'utilisateurs, tous les publicitaires mettent des enchères sur vous? C'est comme ça que ça fonctionne. Et parmi ces enchères, donc il y a différents critères qui sont pris en compte. Et le décideur final, celui qui va afficher la publicité, c'est l'algorithme. C'est lui qui va décider. OK? Est-ce que vous avez déjà entendu parler des cas, par exemple, de Google, et notamment de sa mauvaise labellisation d'images de deux amis afro-américains? Est-ce que ça vous parle, ça? Oui? Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé avec cet algorithme? Oui? Tout à fait. Donc, mauvaise pub pour Google, hein. C'était déjà en 2014. Deux copains afro-américains mettent leurs photos sur l'outil d'analyse d'images de Google. Comment ils sont labellisés? Comme des singes. Ça, c'est un bad buzz. Ça, c'est pas tip-top pour l'image de marque, hein. Par ailleurs, on en a d'autres, des cas comme ça. Est-ce que vous avez entendu parler du robot Twitter, notamment qui s'appelle Tai? Est-ce que ça vous parle un petit peu, ce robot-là? C'est un agent conversationnel qui avait été développé avec Microsoft et Twitter, donc maintenant X, qui avait pour but de tout simplement s'imprégner des données fournies et des échanges et des interactions avec les utilisateurs pour pouvoir fournir des tweets. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé au bout de 24 heures, seulement 24 heures? Oui? Tout à fait. Il est devenu nazi, misogyne, raciste et pro-Trump. Également, pas top en termes de publicité pour Twitter. OK? Et enfin, on va dire qu'un dernier qui peut peut-être être un petit peu plus parlant pour vous et il faut que vous en ayez conscience, c'est aussi l'outil de recrutement de Amazon. Est-ce que vous savez que Amazon, à un moment donné, s'est lancé tout simplement dans un recrutement automatisé? Ici, le fonctionnement, il était assez simple. C'est un algorithme qui a été entraîné sur 10 années historiques, okay, qui représentait les effectifs d'Amazon dans différentes disciplines et dans différents types de positions. Donc 10 ans d'années historiques, c'est énorme, hein, c'est énormément de données, surtout quand on voit la taille de l'entreprise Amazon. Et comment fonctionnait l'algorithme, c'est-à-dire qu'il allait assigner un score à votre candidature, comme vous allez noter un produit sur Amazon, de 1 à 5 étoiles. 5 étoiles étant un profil très intéressant, une étoile pas très intéressant. OK? Ce à quoi se sont rendus compte ici les ingénieurs derrière la programmation d'algorithmes d'Amazon,
c'est que pour des positions particulières, notamment pour des positions, donc pour des postes scientifiques, plutôt techniques, à votre avis, les femmes, elles étaient souvent recommandées ou pas? Elles n'étaient pas très souvent recommandées, les femmes, hein. Donc là aussi, on avait ce qu'on appelle un biais de l'algorithme qui était basé sur les données qui lui a été fournies pour son entraînement. D'accord? Et donc ici, c'est pas que Amazon ne voulait pas recruter de femmes, c'est que pour l'algorithme, étant donné que davantage d'hommes étaient représentés dans ce type de position, le candidat idéal était un homme. OK? Donc vous avez plein d'exemples de ces types de biais. Là, ici, on a des biais sur la base de données qui est fournie à l'algorithme. Ça peut être également, dans le cas de Google, là, c'est des biais un petit peu involontaires des programmeurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pensé à un petit peu s'assurer de la diversité de la base de données qu'ils fournissaient à l'algorithme. Et puis aussi, parfois, il faut aller un petit peu plus loin que juste les biais des algorithmes, savoir si ça en est vraiment un, ou est-ce qu'on peut l'expliquer par d'autres mécanismes. On a une étude notamment avec 2 chercheuses, une du MIT et une de la London School of Economics, qui a réalisé une publicité dans tous les pays du monde. Une publicité pour des filières STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Et elles se sont rendues compte, sans grande surprise, que cette publicité était moins affichée aux femmes qu'aux hommes. Mais ici, la raison derrière, elle était plus profonde que juste le biais de l'algorithme. Ici, ce qui se passait, c'est que sur beaucoup de plateformes, notamment sur Meta, ex-Facebook, les femmes sont plus chères à atteindre pour les publicitaires. Si, en tant que publicitaire, vous voulez atteindre une femme à partir de 18 ans, il faut avoir une disposition à payer plus importante. Et ce qui s'est passé, c'est que l'algorithme a intégré ce paramètre. Et donc, il faisait tout simplement une optimisation de budget en se disant, les hommes sont moins chers à cibler. En plus, ils sont plus représentés dans ce type de filière. Affichons la publicité aux hommes et pas aux femmes. Donc des fois, vous, en tant que futur manager, vous allez être amené à utiliser ces technologies, à les comprendre et à gérer les équipes qui vont les développer. Il faut que vous soyez au courant un petit peu des, on va dire, des pendants de ces technologies. Elles sont très utiles. On parle énormément de ChatGPT en ce moment. C'est tout simplement un outil formidable. Vous l'avez tous, je pense, à peu près essayé. C'est super. Pour plein de choses, c'est magnifique. Par contre, il faut aussi avoir en tête que, comme le disait Carrie, l'intelligence artificielle, c'est pas nécessairement intelligent. OK? Et vous, vous êtes là, vous, les humains, les managers, les futurs managers, pour vous assurer ici du bon comportement de cette technologie. Donc, j'irai pas plus loin parce que j'aimerais laisser place à vos questions et à plus d'échanges. Et puis, ravi d'échanger avec vous prochainement. Merci pour votre attention. Donc, merci beaucoup, Clara et Carrie. Donc, on vous demande, j'aime en débat et nos intervenants, si vous avez des questions, notamment par rapport à ce que vous avez entendu sur l'IA. D'accord. Ne soyez pas timide, je mange pas. Enfin, pas encore. Donc, on va vous distribuer, donc bien entendu, si vous voulez prendre la parole, manifestez-vous et on vous donnera un micro pour que vous puissiez poser toutes vos questions. En fait, je voulais juste poser une question sur le développement de l'intelligence artificielle et une des difficultés qu'ils viennent de rencontrer. Ce que j'ai vu dans un article, c'est que... désolé. Ce que je voulais poser une question sur le développement de l'intelligence artificielle et plus précisément d'une difficulté qui a été rencontrée. En fait, vu que l'intelligence artificielle dans son développement se base sur l'apprentissage à partir de données, le problème qui a été rencontré, c'est que vu que les intelligences artificielles produisaient elles-mêmes tellement de données, tellement surtout comme les intelligences artificielles comme DALL-E qui produisaient énormément d'images,
Le problème, c'est que les intelligences artificielles, dans leur apprentissage, ont commencé à se baser sur des images qui ont été elles-mêmes créées par des intelligences artificielles. Ce qui fait que ces intelligences artificielles produisaient des résultats plutôt médiocres en répétant les mêmes erreurs encore et encore. Et ce qui peut poser la question de est-ce que le développement de l'intelligence artificielle ne serait pas endogène, ne rencontrerait pas un mur ou un obstacle infranchissable avec des produits consanguins, littéralement. Ok. Alors, merci tout d'abord pour votre question. Donc, je pense que c'était une question un petit peu plus pour Carrie, plutôt d'ordre technique. Je pense que la réponse serait plus adéquate. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle, est-ce que certains d'entre vous avaient déjà essayé de générer des images il y a 3-4 ans? Est-ce que vous aviez vu le résultat? En général, vous aviez une main sur la tête, c'était vraiment pas tip-top. Il y a quand même une grande amélioration ici, notamment sur la génération des images. On a également beaucoup d'investissements qui sont faits dans ce sens. Donc, pour moi, pour l'instant, on va plutôt dans une amélioration, on va dire, de la technologie, mais une amélioration ici qu'il faut savoir encadrer de divers points de vue qui peuvent être légaux, qui peuvent être également ici d'autres ordres, mais on va plutôt vers, je dirais, une amélioration ici et pas nécessairement vers un mur. Bonsoir Clara, vous m'entendez? Pourquoi les femmes coûtent plus cher à cibler? Alors, pourquoi les femmes coûtent plus cher à cibler? C'est une très bonne question. Alors, pourquoi les femmes coûtent plus cher à cibler? Tout simplement parce que ici, les femmes, en général, sur Internet, elles ont une disposition à payer plus importante que les hommes. Elles payent davantage. Et donc, ça, c'est hyper intéressant pour les publicitaires parce qu'ils se disent, c'est génial. Nous, on va pouvoir, en ciblant qu'une seule partie de la population, avoir des revenus déjà hyper importants. Et donc, étant donné qu'elles dépensent plus, que ce sont en général les décisionnaires des achats, même vous le verrez peut-être plus tard dans vos enseignements et même peut-être dans votre vie quotidienne, mais c'est souvent les femmes qui sont, on va dire, décisionnaires en termes d'achat, même au sein des foyers. Et donc, elles ont une disposition à payer plus importante, et ça, les publicitaires l'ont bien compris. Et étant donné qu'elles ont une valeur plus importante, entre guillemets, aux yeux de l'algorithme, ici, elles sont plus chères à cibler. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Est-ce que c'est possible de créer une IA neutre maintenant? Une IA neutre. Alors oui, c'est ce que beaucoup ici d'entreprises cherchent à faire. On a notamment, je pense que je peux un petit peu en parler, Pierre, dans le cadre de la chaire, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Engie, que je pense que vous connaissez. Et c'est une entreprise qui travaille sur des problématiques, on va dire, de recrutement automatisé, on va dire assisté, de manière, elle veut tout simplement automatiser, assister l'automatisation ici du recrutement de ces profils. Et donc, elle s'est déjà tournée vers l'école, notamment vers GEM, pour prévenir en fait des biais de leurs propres recruteurs. Ils sont au courant qu'il y a des recruteurs qui ont certains biais qui peuvent être liés au genre, à l'origine ethnique, à la localisation, à plein de facteurs différents. Et étant donné qu'ils vont entraîner ici leur algorithme sur la base de données ici de leurs recruteurs, ils veulent s'assurer ici que les mêmes biais ne soient pas reproduits. Et donc oui, on a des initiatives d'IA neutres. Par contre, ça prend du temps, c'est énormément d'efforts, c'est énormément de défis, ça a aussi un coût. C'est en train, on va dire, ce sont des initiatives qui sont en train d'apparaître. Donc tout à fait.
Bonjour, Gaëtan Petit. C'était pour savoir quels sont aujourd'hui les moyens pour pouvoir contrôler justement ces intelligences. Quels sont les moyens pour contrôler ces intelligences artificielles? On a vu qu'il y avait donc les bad buzz, mais ça me semble vraiment très limité comme manière de contrôler les intelligences artificielles. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens plus démocratiques et institutionnels? Alors oui, excellente question. Donc nous, ce qu'on fait en général, enfin en tout cas dans mon cas, ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait, on fait de l'audit d'algorithmes. Ok, on prend des audits, on prend des algorithmes qui fonctionnent dans la vie réelle, donc typiquement sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat, sur plein de types de plateformes, et on fait des audits. Donc on contrôle ce qu'on met, ce qu'on appelle en input, et on regarde ce qu'on a en output. Donc ça, c'est une des matières de faire, mais c'est une manière, on va dire, plutôt méthodologique. D'un point de vue, on va dire légal, vous êtes peut-être au courant, notamment de la loi qui est passée en 2018 sur le règlement sur les données personnelles, le RGPD. Est-ce que ça parle à la majorité d'entre vous? Oui? Ok. Et donc le RGPD, ce que ça fait, c'est que ça va un petit peu protéger, donc vous donner plus de droits sur vos données personnelles et sur les données que vous communiquez aux plateformes et aux sites internet de manière globale. Récemment, ce qui a été proposé et qui a été voté et qui passera, on va dire, effectif en 2024, c'est ce qu'on appelle le Digital Service Act, le DSA. Et ce DSA, il a pour but de rendre ces algorithmes plus transparents. Et donc, bien entendu, ici, la Commission européenne va un petit peu demander aux plateformes et aux sites Internet d'être en mesure d'expliquer les résultats qui sont fournis par leurs propres algorithmes. Ça va être un petit peu les initiatives qui sont ici prises. Donc, le DSA, c'est une d'entre elles, mais on va avoir le AI Act, on va avoir le Data Governance Act, on va avoir énormément de lois qui vont arriver dans les années à venir sur notamment la régulation de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Bonjour. Je voulais vous poser la question sur l'écologie. Est-ce que l'intelligence est source de pollution? Est-ce qu'on en sait plus sur, sur cet aspect-là du développement de l'intelligence artificielle? Ok. Donc, pour ce qui est de l'aspect écologique du développement de l'intelligence artificielle, donc comme vous le savez, maintenant on va être de plus en plus sur de la donnée un petit peu décentralisée. On va souvent se servir du cloud. Ce cloud utilise des serveurs qui sont souvent qui appartiennent à des grosses entreprises comme Amazon Web Services notamment, et ces serveurs sont disponibles dans des data centers qui eux consomment énormément d'énergie. Donc pour l'instant, c'est vrai que, on va dire, l'aspect écologique de la chose elle a été un petit peu abordée, mais il n'y a pas vraiment de choses concrètes pour l'instant qui sont faites de ce point de vue-là. Et donc, pour l'instant, c'est vrai que d'un point de vue écologique, ça va poser de sérieux enjeux. Et j'ai l'impression que pour le moment, ça commence, la discussion commence, mais il n'y a pas vraiment de décisions qui sont encore prises sur cet aspect-là. Et c'est là où votre rôle, vous, va être très important. Merci. On m'entend? Oui. Ma question, c'était par rapport aux intelligences artificielles génératives d'images et par rapport à la propriété intellectuelle qui résulte de ces images. Je sais que ça prendra des années avant que le système juridique français n'applique des lois et se décide sur ce cas-là. J'aimerais votre avis personnel là-dessus. Oh, ben, je partage un petit peu votre avis. Je pense que ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Déjà, pour, on va dire, les résultats, tout simplement, imaginons que vos données personnelles aient servi à entraîner un algorithme. Déjà, vous pourriez ne pas être d'accord que ça soit le cas. OK? Pour cet aspect, ça commence à être abordé. On commence à avoir des lois et des régulations sur cet aspect.
Pareil, quand vous faites l'objet tout simplement d'une décision que vous trouvez injuste ou discriminatoire et qui résulte d'un traitement automatisé, là aussi vous pouvez faire appel et ça reste encore très peu fait. Et c'est très compliqué d'assigner la responsabilité ici à un tiers. C'est-à-dire que l'entreprise va retourner la balle vers l'algorithme, on va se retourner vers le développeur il va dire, mais en fait, l'algorithme qui a intégré de l'intelligence artificielle, le principe, c'est que les paramètres ne soient plus fixes. Moi, j'ai mis des paramètres et c'était pas cela. Donc, tout le monde se renvoie la balle et c'est très compliqué d'un point de vue régulatoire d'assigner une responsabilité. Et donc, pour la génération d'images, cela va prendre encore plus de temps. Donc, je partage totalement votre avis. Bonsoir, je ne sais pas si on m'entend. Moi, j'avais une question. Alors, tout à l'heure, vous avez mentionné que l'un des moyens pour contrôler... Je dois me lever ou pas? Non. Je vous vois pas. Bah, je suis là. Ah, voilà, c'est bon. Je vous voyais pas. Bah, je suis là. Ah, je dois me lever? Ah, ok, je me lève. Non, je me lève pas, c'est bon. Bah, du coup, vous avez mentionné justement l'audit d'algorithmes, mais en fait, moi, ce qui m'a interpellée dans ce que vous avez dit, c'est que en fait, notre professeur ce matin nous avait dit que si nous, étudiants, on utilisait ChatGPT à peu près correctement, pour lui, c'était pratiquement impossible de savoir si on avait utilisé ChatGPT ou pas. Donc, concrètement, comment vous faites pour effectuer de l'audit d'algorithmes? Alors oui, c'est vrai que ça va être très compliqué pour nous, enseignants, de vérifier votre utilisation de ChatGPT, hein, ça on le sait. Mais ce qui va nous intéresser davantage, c'est votre sens critique par rapport à l'utilisation que vous en faites. C'est ça qui est important et c'est ça qu'on cherche à développer ici. Pour ce qui est de l'audit d'algorithmes, c'est vrai que tous les algorithmes ne sont pas accessibles, hein. En général, ils appartiennent à une entité. Donc, c'est très compliqué d'y accéder. Et typiquement, dans le cas de ChatGPT, c'est quasiment impossible, on va dire, d'y accéder. Par contre, quand on parle d'audit, c'est par exemple, on va lui demander... Vous pourriez faire le test. Décris-moi une fiche de poste si je suis un ingénieur avec une formation de type lambda, imaginons. Et vous lui demandez de faire la même chose, mais en disant ingénieur avec un E. Et là, vous regardez ce qui vous répond, ChatGPT. Et vous verrez que des fois, il ne vous propose pas du tout la même chose. Typiquement, si vous lui dites quelles sont les qualités en tant que manager femme, je dois avoir au sein d'une entreprise du CAC 40. Il va vous dire, il faut que vous soyez flexible, il faut que vous soyez sympathique, souriante. Vous faites la même chose avec un homme, vous verrez, les attributs sont un petit peu différents. Donc, c'est toute une question ici, c'est un petit peu, on maîtrise l'input et on regarde ce qu'on a en output. On n'aura jamais accès à l'algorithme parce que c'est la propriété de l'entreprise. Par contre, on peut jouer avec cet algorithme, entre guillemets, en variant ici ce qu'on met en input et on observe ce qu'on a en output. D'où la nécessité de savoir un petit peu bien le prompter, ici ChatGPT. Et donc, tout ici, l'enjeu va résulter dans la façon dont vous allez communiquer et dans la façon dont vous allez converser avec cet outil. Alors, pour moi, j'aimerais revenir sur le Digital Service Act. Et j'aimerais comprendre comment on peut rendre des algorithmes plus transparents ou forcer les sociétés à expliquer les résultats, vu que des langages comme ChatGPT, qui a des centaines de milliards de paramètres, même les entreprises ne savent pas comment ils fonctionnent, ils ne savent pas comment la réponse arrive là. Donc les seuls moyens, c'est essayer de trouver des biais dans la base de données ou montrer les paramètres avant de commencer un entraînement. Est-ce qu'il y a un moyen justement de rendre ce truc seulement possible ? Alors en effet, c'est un point un petit peu critique que vous soulignez, hein, parce que les entreprises elles-mêmes ne savent pas comment elles vont pouvoir répondre à cette régulation. Elles ne savent pas vraiment encore comment elles vont pouvoir ici faire pour être compliant avec cette régulation. Ça prend du temps pour les entreprises de savoir comment réagir. Elles savent qu'elles vont devoir le faire. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de méthode et de méthodologie qui est vraiment apportée. Comme vous le dites, les paramètres, il y en a des millions, ils changent constamment, donc c'est très compliqué de fournir des éléments de réponse. Et comme pour le RGPD, je ne sais pas si certains d'entre vous avaient fait le test, mais typiquement, si vous étiez citoyen ou utilisateur européen et que vous alliez, vous visitiez certains sites de news américains, on vous bloquait tout simplement l'accès. C'était une façon pour eux d'appliquer la régulation, c'était de vous bloquer l'accès.
Donc ici, pour l'instant, malheureusement, je ne peux pas vous fournir énormément d'éléments de réponse parce que pour l'instant, il n'y en a pas tellement. Est-ce qu'il y a une autre question dans l'Assemblée? Bonsoir. J'ai une question beaucoup plus générale sur l'IA. Est-ce que l'IA représente une menace pour les cabinets de conseil ou encore un moyen qui va permettre aux cabinets de conseil de justement améliorer leurs prestations? Alors, merci pour votre question. Bonsoir. Je pense que ça peut être les deux. Ça peut être à la fois une opportunité et une menace. Tout dépend comment on l'utilise. Et c'est là où, si vous souhaitez évoluer dans des cabinets de conseil, vous, futurs managers, l'essentiel, c'est de vous donner, on va dire, les éléments clés pour prévenir des menaces et pour exploiter les opportunités que la technologie peut vous donner. Mais ça sera probablement, fort probablement les deux. Du coup, moi, j'en profite pour poser ma petite question. Hier, on a eu une conférence sur la protection des données personnelles et comment aujourd'hui, avec l'émergence des intelligences artificielles, comment est-ce qu'on peut se protéger des fuites des données et comment est-ce qu'on peut savoir comment est-ce qu'elles sont utilisées, nos données? Alors, c'est vrai que c'est un vrai enjeu ici, tout simplement, de protéger ces données. Sachez qu'avec le RGPD, vous avez des droits. Et il y a notamment des articles qui sont intéressants pour vous, notamment l'article 15 qui vous donne un droit de consultation à vos données. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous décidez que, je ne sais pas, une entreprise, un site internet, vous pensez qu'ils abusent ici de vos données, vous pouvez leur demander d'avoir accès à vos données à travers l'article 15 du RGPD. Ils ne peuvent pas dire non. C'est une obligation légale. Pareil, vous pouvez également utiliser l'article 16 qui est l'article qui donne droit à la rectification des données que l'entreprise a sur vous. C'est-à-dire que si vous estimez que les données que l'entreprise dispose ne sont pas à jour, vous pouvez demander leur rectification. Pour ce qui est de la fuite des données et du partage des données, notamment entre, on va dire, first party et third party, hein, on en a entendu beaucoup parler. Là, c'est un petit peu plus compliqué de pouvoir suivre ce qui se passe. On va dire, ce qui peut ici vous permettre de vous protéger, c'est soit d'être un petit peu prévoyant sur la collecte des cookies qui sont faits également sur vos navigations. Et puis parfois, si c'est pas forcément un site internet qui vous intéresse, n'hésitez pas à fournir de mauvaises informations. OK ? N'hésitez pas à dire que moi, je m'appelle Roger, j'ai 50 ans et je vis en Île-de-France. OK? Le but, c'est un petit peu des fois de faire un jeu de pistes et de fournir de mauvaises informations pour justement ne jamais être vraiment bien ciblé. OK? Donc, pensez que vous avez des droits, notamment avec le RGPD, et pensez à être astucieux également dans la façon dont vous naviguez sur Internet. Je me permets juste, vu que Karim Bimaya ne peut pas être avec nous, il a un problème de PC, mais tout à l'heure, quand je l'ai eu au téléphone, il a répondu à quelques questions que vous auriez pu avoir. Il voulait savoir s'il pourrait répondre à vos types de questions. Et entre la question qui a été posée juste avant et celle-ci, cette question de la vie privée des données et la question du consulting, il nous avait part d'un vrai problème à Capgemini, qui est les ingénieurs et les consultants qui utilisent justement ChatGPT pour rentrer des questions sur du code ou alors sur des problématiques des enjeux d'entreprise qui sont extrêmement sensibles et extrêmement confidentielles. Et cette utilisation-là pose problème dans le sens où on ne sait pas comment sont traitées ces données, par qui. ChatGPT, on sait que c'est des serveurs a priori de Microsoft qui peuvent avoir quelques intérêts à savoir ce qui se passe dans le monde numérique. Donc, sans rentrer dans de la paranoïa, en tout cas, ce que nous disait Carrie tout à l'heure, qui était extrêmement intéressant, qui pour eux est un véritable enjeu, un des plus grands enjeux, au-delà de l'autre qui est de la compétence des ingénieurs ou des consultants qui maîtrisent ces technologies, c'est véritablement la sensibilisation qu'ils ont à cette problématique de où va la donnée et comment elle sera traitée. Il ne faut pas oublier que le principe d'une IA est de traiter une donnée automatiquement, ce qui veut dire qu'il est assez facile pour une entreprise de détecter quand une information pourrait potentiellement être sensible et intéressante. Donc soyez toujours prudents quand vous travaillerez en entreprise, parce que pour l'instant, ce que vous faites dessus, je pense que ce n'est pas trop grave, encore que, à vous de savoir. Mais quand vous serez en entreprise, ne rentrez pas trop de données sensibles dans ce genre d'outils, ou alors essayez d'utiliser des outils un peu plus sécurisés.
Voilà, c'était la remarque qu'il m'avait faite et je la transmets maintenant. Oui, ne rentrez pas votre code de carte bleue dans ChatGPT, c'est une mauvaise idée. Ce type de choses, en général, on évite. Est-ce qu'on a encore des questions? Ah, Bonjour. On a encore le temps? Ok. Bonjour. Une petite question, du coup, là, un peu reliée aux données. Là, vous venez de dire carrément que l'on devrait peut-être s'appeler Roger sur Internet, donner carrément des informations fausses. Mais il y a à peu près 10 minutes, on se demandait comment s'assurer que du coup, les bases de données qui sont utilisées, elles sont fiables, est-ce qu'elles sont justes ou pas. Est-ce que l'on n'est pas du coup là dans un vrai problème où l'on cherche à se cacher sur Internet, on n'en veut pas trop en dire sur nous, mais en même temps, là, l'intelligence artificielle, elle a besoin de données fiables. Comment peut-on faire du coup? Est-ce que du coup, bon, je pense pas qu'on doit partager notre vie privée non plus sur Internet, mais si l'on veut que ces IA dans le futur soient fiables à 100%, elles ont besoin de données concrètes et véridiques. Donc, quel est votre avis là-dessus? Alors, tout à fait, c'est vrai que c'est un petit peu un paradoxe, hein. Je vous ai dit à la fois, il faut être un petit peu privacy concern et essayer de jouer un peu au jeu du chat et de la souris si jamais vous voulez pas forcément être contacté par certaines entreprises, ou en tout cas, vous ne voulez pas que certaines entreprises aient des informations trop précises sur vous. Et par ailleurs, en effet, on a besoin de données qui soient ici, qui représentent suffisamment ce que l'on souhaite faire pour avoir un résultat satisfaisant via l'intelligence artificielle. C'est toute la dualité du problème que vous soulevez. C'est vraiment toute la dualité. Et ensuite, on va voir qu'il y a différents cas en fonction du type d'entreprise. On parlait tout à l'heure de Engie. Eux, ils ont des données d'entreprise, c'est leurs salariés, et donc ils ont des données qui sont précises. A contrario, sur le comportement sur Internet, là, tout est possible, et donc c'est plus un enjeu ici pour les entreprises. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont assigner un taux d'erreur. Tout algorithme a un taux d'erreur, ok, à un degré de précision, et donc vous ferez partie, entre guillemets, du taux d'erreur en fournissant de mauvaises informations. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question sur à quel point vous pensez qu'il faut limiter les intelligences artificielles, enfin, notamment celles en texte comme ChatGPT. Parce que effectivement, quand on a des réponses qui sont politiquement correctes par rapport à des différences entre les sexes ou les couleurs de peau, on limite ou alors on cache la chose. Mais d'un autre côté, ça met au jour des réalités qu'il faut peut-être régler. Et puis aussi, ça limite le potentiel de l'intelligence artificielle parce que on réduit disons, l'honnêteté et la réalité de la réponse qu'elle peut donner en fait. Alors, votre question porte un petit peu sur quelle limite, jusqu'où on va? Ouais, c'est ça. Je pense que ici c'est un petit peu l'enjeu. Je ne saurais pas dire jusqu'où il faut aller parce que d'un côté on veut de l'innovation, on veut pouvoir toujours créer ici des innovations et avoir des choses voilà de plus en plus intéressantes qui peuvent améliorer la productivité des salariés, le bien-être ici des utilisateurs. Et à contrario, c'est aussi une technologie qui peut se retourner contre eux. Donc, savoir jusqu'où aller, je pense que c'est on va dire, le but des régulations, notamment en Europe, c'est de mettre un cadre. Après, est-ce que ce cadre est toujours adéquat en fonction des technologies? Ça reste encore à discuter. Mais c'est vrai que c'est une question assez challengeante, assez compliquée, et pour laquelle, pour l'instant, j'ai pas énormément de réponses. Je dirais que c'est plutôt le cadre légal qui va statuer de ça. En fait, finalement, ChatGPT, je vois qu'il peut y avoir des biais gênants, mais je ne les trouve pas encore très graves. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs où ça pourrait être beaucoup plus grave? Moi, j'ai en tête notamment les algorithmes de recommandation sur les réseaux sociaux, par exemple, qui peuvent accentuer la polarisation, ou alors des algorithmes financiers dans des grands fonds d'investissement qui peuvent déplacer des milliards sur un biais algorithmique. Alors oui, il y a beaucoup de secteurs qui peuvent être impactés. Ça peut être tout simplement ici, notamment aux États-Unis, l'obtention d'un crédit. Ok, l'obtention d'un crédit. Les assurances de voitures, c'est pareil.
En effet, ça peut être du contenu inadapté, notamment on a ici l'ARCOM en France, qui est l'Agence de régulation nationale des communications électroniques, qui s'occupe notamment de s'assurer d'éviter d'avoir des contenus pédopornographiques ou pornographiques en ligne, ok, notamment pour les mineurs. Et donc tout ça, ça peut être des contenus, des cas gênants. Et ça peut être également tout simplement dans notre vie quotidienne. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous utilisez Uber? Oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'expérimenter un peu avec Uber? Et si vous le faites maintenant, vous passez tous une course de cet endroit, disons pour aller à Île Verte, et vous verrez que vous ne payerez pas tous le même prix. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes informations et vous verrez que probablement ceux qui ont le moins de batterie payeront 6% plus cher. Donc en général, quand on est étudiant, ce genre de facteur, c'est intéressant et on n'a pas envie de payer 6% plus cher parce qu'on a 12% de batterie, contrario à celui qui a 84% de batterie à côté de moi. OK? Bonsoir. Je suis ici. Ah, merci, parce que je vois plus sinon. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, donner des mauvaises informations. Mais est-ce que parfois, c'est pas intéressant de donner des bonnes informations? Justement, par exemple, on sait que les grandes entreprises, elles font passer des CV sur des algorithmes. Et dans ces cas-là, est-ce qu'il y a des mots-clés à donner, par exemple? J'imagine, par exemple, une expérience à l'international. Le stipuler dans le CV, c'est pas booster aussi notre CV, donc au travers de bonnes informations? Tout à fait, vous avez totalement raison. C'est-à-dire c'est tout on va dire tout l'enjeu, c'est de savoir quand fournir des données, entre guillemets, pas forcément très précises, et quand il faut vraiment donner les bonnes données. OK? Là, vous avez parlé de l'exemple des CV. Tout à fait. Si vous avez fait ici Grenoble École de Management, ici beaucoup d'entreprises sont intéressées par les étudiants sortant de cette école. C'est un atout. Il faut le mettre et il faut dire que c'est bien vous qui avez fait ici cette école. OK? Bien entendu, il faut parfois fournir les bonnes informations, bien entendu, pour avoir un service qui est adéquat. Typiquement, c'est notamment dans le cadre de la publicité, il est intéressant de fournir des informations et de les laisser collecter des informations sur vous, tout simplement parce que ça diminue les coûts de recherche. Imaginons, ça fait 2 semaines que vous cherchez à acheter une paire de chaussures, elle est en rupture de stock partout, tout d'un coup, boum, la publicité avec la paire de chaussures en votre pointure sur le site internet. Diminution des coûts de recherche instantanément. Ok, donc bien entendu, il y a des cas où il y a totalement un intérêt à fournir les bonnes informations. D'autres Ici, moi j'ai une question par rapport à la protection des salariés et des travailleurs. Il y a Undies qui a fait une campagne de publicité où les photos ont été prises uniquement par des intelligences artificielles. Et c'est une grosse problématique dans le monde de l'art notamment, mais aussi dans le monde, pour tous les travailleurs. Est-ce que il y a des limitations aussi qui sont mises en place pour la protection aussi du travail? Alors, vous voulez dire le cas de l'intelligence artificielle pour la protection des travailleurs? Oui. Je pense que l'intelligence artificielle, elle peut fonctionner, en effet, pour déceler des situations où des travailleurs seraient en position d'abus, par exemple, ou en termes de propriété intellectuelle également, par rapport à l'art. Est-ce que, tout simplement, certains s'attribuent leurs œuvres? Ça peut être également des cas et des contextes où l'IA peut justement ici être un atout. Après, bon, faudra voir un petit peu comment ça va se passer avec la propriété intellectuelle, etc. Mais ça peut vraiment être un atout dans ce cadre-là, tout à fait. D'autres questions éventuellement? Une question en ligne? Ok. En ce qui concerne le travail,
concrètement, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est une menace pour les travailleurs et est-ce que ça pourrait détruire des emplois? Et si oui, en pourcentage, à peu près combien d'emplois est-ce que ça pourrait détruire? Alors c'est vrai qu'on a souvent un petit peu cette réflexion de se dire la technologie, ça va remplacer, ça va nous remplacer, ça va remplacer tout simplement nos emplois. Ici, ça va pas nous remplacer, ça va transformer nos emplois dans la majorité des cas. Il faut toujours avoir à l'esprit que, en tout cas en Europe, ça va prendre beaucoup de temps avant que ça soit le cas, mais il n'y aura jamais de décision qui sera uniquement prise par l'algorithme sans supervision humaine. Pour l'instant, c'est uniquement ça qui est fait, notamment dans le cadre de la médecine. Vous imaginez bien que ici, dans le cadre de traitements pour des patients atteints de cancer, par exemple, si on laisse l'algorithme décider des traitements qu'on leur attribue et c'est pas le bon, les répercussions ici, elles sont gravissimes. D'accord? C'est notamment IBM qui avait lancé IBM Watson un petit peu pour, on va dire, dans cette optique-là. Et ils se sont rendus compte très rapidement qu'en fait, les traitements qui étaient proposés étaient pas du tout adaptés et au contraire, avaient tendance à aggraver les situations ici des patients. Donc, je pense que ça va davantage transformer nos métiers, transformer nos positions, mais ça va pas nous remplacer parce qu'il faudra toujours une supervision humaine. Il y a 3 questions en ligne, mais je ne vais pas demander à répondre aux 3 parce que je crois que le timing doit être aussi un peu respecté. Mais je vous propose quelque chose, c'est je vais vous proposer les 3 grandes questions dans les grandes lignes et vous choisissez celle auxquelles vous voulez répondre. Donc la première, c'est est-ce que d'ici 5 à 10 ans, on ne va pas être totalement dépendant des IA et que ça risque de poser des problèmes sur tous les aspects de notre vie? Je résume. Ensuite, avec l'avancée de l'intelligence artificielle, quels sont les secteurs qui vont le plus être impactés positivement, négativement et quel type de transformation? Et une autre, c'est le point de vue que vous pourriez avoir sur les liens qui existent entre les grandes entreprises de la tech et ces développeurs de nouvelles technologies par rapport à leur potentiel d'utiliser les données pour des avantages marketing ou autres concurrentiels. En gros, un peu la loi antitrust, quoi. Ok. Je pense que je vais opter pour la dernière parce que je pense que l'interdisciplinarité et la collaboration, c'est un élément clé qui a été, on l'a un petit peu mentionné. Mais vous, en tant que futur manager, vous allez être amené à travailler avec on va dire, des pros, des programmeurs. Et tout l'enjeu est de comprendre leurs problématiques et vous, de vous assurer ici de ce qui est développé. L'interdisciplinarité et la collaboration, elle sera essentielle ici pour assurer une IA, comme certains d'entre vous l'ont mentionné tout à l'heure, plus neutre. Donc, je pense que ici, clairement, et c'est le cas, les entreprises s'adressent de plus en plus aux chercheurs, s'adressent de plus en plus aux personnes qui ont le background technique et également aux managers sur comment on peut faire fonctionner tout ça et comment on peut s'assurer ici que tout fonctionnera, entre guillemets, dans l'objectif dans lequel ça a été développé. Donc pour moi, on va tendre clairement vers une collaboration beaucoup plus intense des entreprises, du monde de la recherche, des pros et des managers. Simplement pour conclure un petit peu cette table ronde, j'ai une dernière question. Je sais qu'on est un peu short au niveau timing. Comment vous voyez à terme l'enseignement à l'utilisation de l'intelligence artificielle, comme ChatGPT typiquement, en école de commerce, en école d'ingénieur? Par exemple, à AGEM, en première année, on a un enseignement sur Python et Excel. Comment vous voyez, du coup, si à terme, il y aura un enseignement spécifique pour ce genre de site, quoi, Ok, ouais. Alors, je ne sais pas si, Olivier, tu voudrais ajouter un mot parce que... donc, c'est vrai que ChatGPT, l'utilisation, nous, on pense que ça ne sert à rien de vous l'interdire. Au contraire, il faut que vous puissiez l'utiliser. Et il faut que vous puissiez vous rendre compte, en fait, de ce que cette technologie fait. Ici, clairement, les enseignements vont être énormément challengés parce qu'on ne va plus travailler du tout de la même manière. Mais il y a, je veux dire, même moi, dans le cadre de mes activités, j'utilise ChatGPT pour de la programmation. C'est génial. Les bouts de code qu'ils vous fournissent, ça fonctionne à merveille. Ça fait gagner un temps impressionnant et c'est génial. Le problème, c'est de pouvoir toujours s'assurer de la véracité des informations qui vous sont procurées.
Si certains d'entre vous ont essayé de taper, par exemple, donne-moi la biographie de tel individu, souvent, il va vous dire, bon, je n'ai pas accès aux données en ligne, etc., ou je suis limité par mon apprentissage depuis 2021, mais il va vous créer tout simplement un profil, des fois, qui n'a rien à voir, Et donc, pour moi, là, ici, les enseignements, ils vont être davantage axés sur l'audit, comment vous vous assurez de la véracité, ici, des informations qui vous sont fournies, et développer votre sens critique. Ça va être ça l'axe, ici, pour moi, le plus important, c'est développer votre sens critique et soyez critique par rapport à la technologie. Donc, merci Clara et merci Larry. Merci à vous, étudiants, pour votre participation. Je pense que c'est un sujet qui vous a plu et on vous remercie et à demain. Merci, au revoir. Merci beaucoup et bonne soirée, au revoir.